Alors, on va cette fois commencer par l'implémentation de l'agent. Donc, c'est ce script qu'on va exécuter périodiquement, qui va utiliser l'API de GitHub, récupérer des données, les transformer, et puis quand on aura un backend à disposition qui enverra ces données processées vers le backend. Donc, avant de passer dans le code, on va regarder les différentes briques qu'on va utiliser qui vont nous aider. Alors la première, c'est évidemment l'API de GitHub. Alors juste quelques remarques par rapport à cette API de GitHub. Une des choses qui est importante, c'est qu'on va vouloir s'authentifier. Si on s'authentifie, on va avoir le droit de faire plus de requêtes. Par défaut, on va pouvoir faire jusqu'à 5000 requêtes par heure, ce qui va être largement suffisant. Alors, il y a différentes façons de s'authentifier. Je ne vais pas prendre le temps de toutes les décrire ici, mais une qui est pratique quand on accède à l'API GitHub depuis un serveur, donc au nom du développeur, pas au nom de l'utilisateur final. Une technique, c'est d'utiliser les tokens personnels. Alors, comment est-ce qu'on fait pour utiliser les tokens personnels? On doit aller sur son compte GitHub, dans ses settings, et puis vous voyez ici que vous avez ce menu jeton d'accès personnel. Donc vous pouvez en créer un nouveau ici, lui donner un nom, puis après vous pouvez donner des droits. Donc toute personne qui aura possession de ce jeton aura ses droits en lecture et en écriture sur les différents objets que vous possédez sur GitHub. Donc il faut évidemment faire un peu attention. Et typiquement ce code, ces tokens que vous allez générer, si je fais un test, donc ça va être des chaînes de caractères comme ça, vous n'allez pas vouloir les stocker dans un repos public sur GitHub. Vous allez vouloir garder ça dans des fichiers de configuration privés. Donc celui-ci, je vais le supprimer tout de suite. Et enfin, je ferai ça après. Donc ça, c'est une chose que vous allez faire. Donc pour développer, vous allez créer un jeton d'accès privé. Et puis après, on verra quand on sera dans le code comment on peut l'utiliser pour s'authentifier. Alors la deuxième chose, il va falloir qu'on utilise des endpoints fournis par l'API REST. Donc vous vous souvenez que dans mon exemple ici, ce que je veux faire, c'est récupérer la liste des pull requests d'un repos d'une organisation. Donc en l'occurrence, c'est ce lien que je vais utiliser. Maintenant, pour utiliser l'API de GitHub, j'ai deux possibilités. Une première possibilité, ce serait d'utiliser un module NPM, un wrapper, qui lui fait les appels directement à l'API REST et puis qui m'expose une API en JavaScript. Alors, je devrais apprendre ça, mais vous voyez que dans ce cas-là, c'est pas moi qui vais devoir connaître toute la syntaxe des URL qui est offerte par GitHub. Et puis il y a d'autres avantages d'utiliser ça. Ben, par exemple, l'authentification va être un peu simplifiée. La gestion de la pagination va pas forcément, c'est pas la pagination en elle-même qui va être simplifiée, mais récupérer les pointeurs vers les pages suivantes, précédentes, ça va être implémenté pour moi. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de faire les appels directement. Et dans ces webcasts, c'est ce que je vais faire. Donc ça, c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Si vous voulez, vous pouvez regarder. J'ai déjà utilisé ça, c'est aussi assez pratique. Mais dans cette série de webcasts, je vais faire les appels HTTP directement. Là aussi, il y a deux choix. On pourrait utiliser euh, les classes qui sont fournies par Node.js de base. On peut écrire des clients HTTP. Ça, ce serait vraiment sans dépendance externe. Ce que je vais faire, par contre, c'est utiliser une librairie qui s'appelle SuperAgent, qui donne une API de
un peu plus haut niveau, et puis vous voyez, vous pouvez écrire des requêtes comme ça en disant je veux faire une requête vers cette URL, c'est un post, voilà ce que j'envoie, voilà les entêtes que je vais envoyer. Et puis derrière, on a notre code asynchrone. Donc je passe un callback, et puis quand la réponse est arrivée, soit j'ai eu une réponse, soit j'ai eu une erreur, soit j'ai eu une réponse, et puis je peux la traiter. Je reviendrai après sur différentes façons d'utiliser SuperAgent, mais c'est quelque chose qui est très pratique. Dernière chose que je vais mentionner, c'est node-config et nconf. Alors ça, c'est deux modules qui font à peu près la même chose, mais de manière différente, et vous allez trouver probablement des dizaines de modules qui font aussi la même chose. Le problème, c'est comment est-ce que je fais pour passer des paramètres à un programme Node.js. Est-ce que je passe des arguments en ligne de commande? Donc quand j'invoque node, espace index.js, espace P1, espace P2, P3. Est-ce que je vais mettre ça dans des fichiers de configuration? Est-ce que j'utilise des variables d'environnement? On a toutes ces options. Et puis vous voyez que ici vous pouvez dire quels sont les mécanismes que vous voulez utiliser, quel est l'ordre dans lequel les paramètres devraient être organisés. Donc externaliser la configuration d'un programme, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour pouvoir faire la différence entre l'environnement de développement, l'environnement de production. Et puis je mentionnais avant la problématique des tokens personnels. Typiquement le jeton personnel, cette valeur ici, c'est quelque chose que vous allez vouloir passer en argument, par exemple dans une variable d'environnement, pour que ce ne soit pas stocké dans le code. Alors, avant de terminer ce premier webcast ici, je vais vous montrer la structure du projet que j'ai démarré. Donc, j'ai fait un repo qui va contenir uniquement le code de l'agent. On va retrouver les outils qu'on a utilisés jusqu'à maintenant. Donc, ESLint, Mocha pour écrire les tests et Kai pour écrire les assertions. J'ai déjà fait mon dossier de test, mon dossier source, et puis on va commencer à écrire le code.